Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme chaque vendredi, Question d'actu s'arrête sur les déclarations marquantes de la semaine. L'idée est d'analyser ces verbatim par l'œil aiguisé de nos observateurs et l'objectif étant de lire entre les lignes avec une perspective différente. L'esprit, lui, reste celui de l'émission Question d'actu, à savoir analyser de manière précise ce qui ponctue l'actualité nationale et internationale. Ce soir, je reçois deux témoins qui n'hésitent pas à prendre leur plume pour faire leur lecture de l'actu. D'abord, si Aziz Daouda, bonsoir. Bonsoir Lella. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci à vous d'accepter notre invitation et un plaisir renouvelé d'accueillir aussi Hafid Boutaleb, bonsoir. Bonsoir. La semaine a commencé par un fait majeur et historique, la reconnaissance du Royaume-Uni de la proposition d'autonomie du Maroc de 2007 comme la base la plus crédible et pragmatique pour une résolution durable du différend sur le Sahara, affirmant que le temps d'une résolution et d'une avancée sur cette question est plus que dépassé. Dans la foulée, les réactions ont littéralement fusé, notamment de la classe politique britannique. Alors, arrêt ce soir sur cette déclaration du conseiller pour le Moyen-Orient au ministère de la Défense et ancien général britannique Simon Mayall. Je cite. En acceptant les principes généraux du plan d'autonomie, la diplomatie du Royaume-Uni contribue à modifier l'équilibre au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies comme de l'Assemblée générale et prépare les conditions d'un règlement définitif attendu depuis des décennies. Fin de citation. Commentaire d'abord. C'est Aziz Daouda. Écoutez, Simon Mayall est quelqu'un d'averti. Comme tout bon militaire qu'il a été, ou qu'il est, parce qu'un militaire ne quitte jamais l'armée, ou l'armée plutôt ne quitte jamais un militaire, c'est quelqu'un qui est probablement sait que les choses se font dans un continuum historique, mais aussi géographique. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire les cartes, et en regardant une carte, il est évident que cette région fait partie, ou a toujours fait partie du Royaume du Maroc. C'est un continuum géographique indiscutable. Malheureusement, certains ne veulent pas le reconnaître ou font semblant de ne pas être au courant. Ils font du déni. On n'est pas dans le semblant, on est dans le déni total. En tous les cas, c'est ce qui paraît. Il paraît qu'ils font semblant. Mais bon, la chose étant aujourd'hui que le monde entier s'est rendu compte que cette supercherie ne peut plus durer encore longtemps, parce que ça fait quand même 50 années, 5 décennies, c'est quand même beaucoup. C'est carrément une génération qui est en train de partir sans voir ce conflit résolu, alors qu'on s'y attend depuis toujours, puisque la revendication du Maroc est légitime. Elle n'est pas légitime parce que le Maroc s'est réveillé un bon matin en disant « bon, cette partie m'appartient ». Le Maroc, à son indépendance, a inscrit justement cette région dans la 4e commission des Nations Unies comme étant un problème de décolonisation, parce que le Maroc considérait que c'est une partie intégrante de son territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc n'ayant pas été colonisé, parce que le Maroc n'a pas été colonisé, il a été déchiqueté. L'Empire chérifien a été déchiqueté en strates. On a pris une petite bandelette, on a dit à l'Espagne, vous êtes tout près de chez vous, bon, prenez ça. Les Français se sont accaparés la partie qu'ils qualifiaient de Maroc utile. Par la suite, l'Espagne, comme ils étaient un peu présents déjà dans le Sahara par certains comptoirs, ils leur ont dit, bon, prenez cette partie-là. Et puis, pour s'assurer une certaine sécurité pour les territoires subsahariens que la France avait déjà colonisés, ils ont pris une partie qu'aujourd'hui, ils ont appelée la Mauritanie, enfin, qu'on appelle tous aujourd'hui la Mauritanie. Et à côté de ça, ils ne se sont pas contentés de ça, ils ont aussi grignoté sur cette partie autant qu'ils ont pu. Parce que il faut se rappeler que nos voisins étaient des départements français. Il y avait 3 départements, dont un département qui faisait quasiment la moitié de l'Europe. Vous voyez, en grignotant sur le Maroc, en grignotant sur ce qui est aujourd'hui appelé le Mali, le Niger, la Libye, la Tunisie, etc., pour faire le territoire que c'est aujourd'hui. Et donc il est normal que les générations d'aujourd'hui revendiquent leur territoire, parce qu'on n'oublie pas ces choses-là. Vous savez, l'humain reste attaché à sa terre. Et puis il y a le pouvoir de la mémoire, au-delà de l'histoire aussi. Exactement. Oui. Mais justement, il y a une mémoire qui est inscrite en nous, génétiquement inscrite en nous. Alors, ce qui est inscrit aujourd'hui, et ce serait certainement dans l'agenda des Nations Unies, le général Mayall l'a dit, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, la diplomatie du Royaume-Uni devrait modifier l'équilibre au sein du Conseil de sécurité. Alors, ce Conseil de sécurité, parlons-en. Et comme à l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, alors sur 5 membres permanents, Hafid Boutaleb, 3 se sont alignés à la position marocaine. Bien sûr, la position américaine se démarque,
par une reconnaissance de facto de la marocanité des provinces sahariennes. On a aussi les 2 autres membres permanents, à savoir la France et tout récemment le Royaume-Uni. Mais il y a les autres membres qui sont non permanents. Alors, sur la quinzaine de membres, 11 sont avec le Maroc pour la résolution définitive de ce différend régional à travers le plan d'autonomie proposé par le Royaume en 2007. Que change cela à la donne à ce 50e anniversaire de la Marche verte? Comment, plutôt, cela change la donne, Hafed Boutaleb? Alors, c'est vrai que dans le Conseil de sécurité, le centre de gravité a doucement glissé du statu quo vers la résolution définitive. Pour reprendre ce qu'a dit le général Mayall, le général britannique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le bout du tunnel. C'est bon, on est en train de résoudre ce conflit. On le résout sur la base de l'autonomie marocaine, qui est une base qui a été formulée par un pays qui a montré sa maturité tout au long des décennies depuis son accession à l'indépendance en 1955 et qui a montré même sa capacité à rester dans la continuité même pré-protectorat. Comme l'a souligné Sidaouda, quand même, le protectorat a duré 40 ans. On se souvient, les gens qui ont fait la Marche verte se souvenaient pour certains de avant. Donc ce n'est pas des choses ça n'a pas duré des siècles. C'est une vie d'homme. Et que ce soit les monarques marocains ou le mouvement national, ils ont toujours revendiqué. Et ça date de 1963, lorsque le Maroc a déposé, au sein de la 4e commission, le territoire de Sidi Ifni et du Sahara marocain. Et donc, Sidi Ifni nous a été rétrocédé en 1969 et en 1975, on a pu récupérer Saqi el-Hamra et ensuite Oued Dahab. Donc tout cela a été fait conformément au droit international. Le Maroc a toujours travaillé conformément au droit international. Et c'est cette maturité-là qui est aujourd'hui reconnue par des puissances mondiales et qui comprennent qu'un pays comme le Maroc doit être soutenu dans ses initiatives, qui sont des initiatives de dialogue, comme celle la Coupe du Monde 2030, au-delà de l'aspect uniquement sportif. Il y a aussi un dialogue civilisationnel. C'est extraordinaire d'organiser la plus grande manifestation sportive avec l'Espagne et le Portugal, qui sont 2 pays contre lesquels nous avons fait la guerre pendant 1000 ans presque. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une compétition sportive dans laquelle 46 pays seront présents. Donc tout cela, ça montre une ouverture vers l'avenir. La Marche verte, revenons-en aussi, c'était une manifestation pacifique. Il n'y avait pas d'armes pendant la Marche verte. Certes, les forces armées royales n'étaient pas loin, mais la Marche verte... Pour assurer la sécurité des 350 000 Marocaines et Marocains qui se sont rendus dans les provinces sahariennes. Dans les provinces sahariennes, c'était un message très fort. Donc, pour revenir au Conseil de sécurité, ce n'est pas que ces grandes puissances. Prenons l'exemple juste de la Sierra Leone, qui a récemment alerté sur un trucage qui se faisait au niveau d'un des documents du Conseil de sécurité. La Sierra Leone est un pays quand même modeste au sein de l'Afrique, de par sa taille, par sa population. On parle de 6 millions d'habitants, à peu près 100 000 km², un petit PIB, mais pourtant, ils reconnaissent le rôle du Maroc. Et ils sont du côté du Maroc. Donc ça, c'est important à souligner qu'au-delà même des puissances qui comptent, même les petits pays, si j'ose dire, si on peut s'exprimer ainsi... De taille, à la limite, on peut... Pays non permanents. Voilà, et puis des membres non permanents voilà, reconnaissent le rôle du Maroc et veulent aider le Maroc dans cette résolution, qui sera une résolution finalement collective et planétaire pour le droit du Maroc et de son intégrité territoriale. Khadija, je puis juste arrêter. Il faut revenir au vote de la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le prolongement de la prolongation de la mission de la MINURSO. Quand vous analysez le vote, vous vous rendez compte que même les pays qui seraient, disons, contre parce que le porte-plume pour ces résolutions, c'est les États-Unis. Donc, même ceux qui sont systématiquement contre, ou qui sont souvent contre, c'est-à-dire la Russie et la Chine, n'ont pas été contre cette résolution. Ils sont abstenus. Et c'est quand même édifiant, parce qu'eux-mêmes ont des problèmes de territoire et de séparatisme, etc. Et donc, comment ils pourraient se permettre le luxe de voter contre une résolution qui donne raison à un pays qui depuis 50 ans, lutte contre du séparatisme qui est alimenté par un pays tiers? Alors, excusez-moi, j'ai juste dit le Sierra Leone, en fait, c'est le Libéria, qui sont des pays frontaliers. Exactement. Alors, on reste dans la diplomatie. Mardi 3 juin, à la Chambre des conseils, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassel Bourita, a affirmé que, je cite, « La politique du Royaume en matière de visa repose sur 3 fondements. Il s'agit de la réciprocité, l'intérêt national en fonction des considérations économiques et politiques
et la flexibilité. Fin de la citation du chef de la diplomatie, Nasser Bourita, et qu'il a aussi rappelé qu'en 2024, 610 000 visas Schengen ont été délivrés au Maroc avec un taux de refus d'environ 20%. Alors, les chiffres ont bien changé, ça témoigne aussi de la confiance rétablie, d'abord entre le Maroc et ses partenaires historiques, mais aussi entre les partenaires historiques et les Marocains en tant que citoyens. Aziz Daouda. D'abord, il faut dire ouvertement que tout système de visa n'a jamais empêché l'immigration, celle contre laquelle ces pays veulent lutter. Clandestine. L'immigration clandestine. Oui. Et le Maroc, depuis toujours, a toujours eu l'intelligence de traiter cette problématique d'une manière douce. Déjà, la quasi-totalité des pays occidentaux n'ont pas besoin de visa pour venir au Maroc. Oui. Vous voyez, c'est ce qu'appelle ces Bourita la défense des intérêts économiques. Parce que nous avons un intérêt économique à ce que des gens viennent visiter le Maroc en touristes, etc. Et c'est quand même une bonne part de notre PIB. À côté de ça, les seuls pays avec lesquels nous avons des petits problèmes de visa, ce sont quelques pays africains et c'est en train de s'arranger. Parce que chaque année, on entend dire que par des accords de coopération, que les visas ne sont plus exigés de tel ou tel pays, etc., dans le cadre d'une certaine réciprocité. Donc c'est une façon intelligente de traiter la chose progressivement. Puis tout pays a le droit, bien évidemment, de défendre ses frontières et le système de visa est, paraît-il, un système qui défend les frontières, quoique son efficacité est douteuse. Mais le Maroc le fait avec beaucoup d'intelligence, c'est ce qui ressort de cette déclaration de Sebourita. Il y a intérêt aussi sécuritaire, et là je vais revenir sur cette déclaration ou ce tweet du garde des Sceaux français, Gérald Darmanin, qui salue le rôle du Royaume du Maroc dans l'arrestation d'un individu lié à un réseau d'enlèvement contre rançon. Gérald Darmanin qui déclare « Je remercie sincèrement » ou qui tweet je remercie sincèrement le Maroc pour cette arrestation qui montre l'excellente coopération judiciaire entre nos deux pays, en particulier contre la criminalité organisée. Donc, Hafed Boutaleb, c'est une nouvelle forme, ou en tout cas, c'est un des nombreux épisodes qu'il y a où le Maroc démontre que c'est un partenaire fiable, de confiance, notamment en ce qui concerne la préservation de la sécurité de ses partenaires, des pays notamment européens, dont la France. Oui, alors, ce que Gérald Darmanin, il ne faut pas oublier le contexte qui est en France par rapport au Maghreb en ce moment, notamment aux pays voisins, à l'Algérie. Ce que Gérald Darmanin sous-entend, c'est qu'il n'y a aucune idéologie lorsqu'il s'agit de collaborer avec les Marocains. Il n'y a aucune surenchère sur le passé, sur l'histoire. Il n'y a aucune surenchère sur l'immigration marocaine installée en France. C'est vraiment un partenariat. Encore une fois, on va utiliser ce terme d'égal à égal, un partenariat fait pour les intérêts mutuels et basé sur le dialogue. Et là-dessus, Gérald Darmanin est très à l'aise à collaborer avec les autorités marocaines, puisque ce sont des autorités qui vont travailler de manière tempérée pour l'intérêt mutuel et pour préserver la sécurité. Là-dessus, bon, bien évidemment, ce n'est peut-être pas le cas partout dans la région au Maghreb. C'est ce que peut-être on peut en tirer de cette déclaration de Gérald Darmanin. Et surtout, c'est aussi une reconnaissance de la perspicacité, de l'efficacité de nos services de renseignement, Aziz Daouda. Ils l'ont prouvé tout au long de l'histoire. Depuis toujours, le Maroc a toujours prouvé que ses services étaient très performants et que, sans faire beaucoup de bruit, ils sont là, ils sont bien là, ils défendent bien le pays, la sécurité du pays. Et à chaque fois qu'un criminel s'est permis le luxe de venir pensant qu'il pouvait se cacher au Maroc, il s'est heurté à des services qui sont très performants. Parce que le monsieur dont il s'agit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est adonné, puisque maintenant il sera neutralisé, qui s'est adonné à un nouveau type de criminalité qui est quand même alarmant. C'est des gens, c'est des bandes de voyous, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, je m'excuse de l'expression, qui s'attaquent à des gens qui spéculent sur les crypto-monnaies, ou qui traitent ou qui travaillent avec des crypto-monnaies. C'est une nouvelle criminalité, et le Maroc a montré cette efficacité justement, que même dans cette chose tout à fait nouvelle, tout à fait récente, novatrice dans le domaine du crime, qu'il savait traiter de la chose et qu'il savait
s'occuper de ce genre d'énergumène et le livrer à qui de droit, donc à l'autorité française, et le garde des Sceaux s'en réjouit, et le Maroc aussi s'en réjouit, parce que c'est quand même une criminalité qu'on va essayer de neutraliser autant que possible par cette coopération. Qui touche le monde entier, elle n'a pas de frontières. Comme toutes les criminalités, mais en particulier celle sur les crypto-monnaies, on connaît ce monde, on appelle d'ailleurs le dark web, c'est pas pour rien. Alors, on va continuer dans cet aspect de coopération, cette fois de la coopération sécuritaire. On va bifurquer vers la coopération halieutique. Maroc, Mauritanie, à Dakhla, les armateurs marocains et mauritaniens plaident ou ont plaidé le 2 juin dernier pour une gestion durable et concertée des poissons pélagiques. Et là, je me réfère à cette citation du président de la Fédération nationale de la pêche mauritanienne, Hamadi Baba Hamadi, je cite, la préservation et l'exploitation rationnelle de ces pêcheries, nous, donc Maroc et Mauritanie, obligent à la concertation et à la collaboration pour mener à bien des politiques d'exploitation qui assurent la durabilité de ces ressources pour le bien des générations actuelles et futures. Fin de citation du représentant finalement des armateurs ou des professionnels de la pêche mauritaniens. Et il faut dire que les deux positions mauritaniennes et marocaines sont alignées. Hafed Boutaleb, peut-être parlez-nous, on va dézoomer un peu de la coopération entre ces deux voisins, ces deux partenaires séculaires qui sont le Maroc et la Mauritanie. Alors, justement, on parlait de l'Algérie avant, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, la Mauritanie, pour le Maroc, en termes de défense de ses intérêts, de coopération, de bon voisinage, est bien plus importante et compte beaucoup plus que l'Algérie. Aujourd'hui, si vous voulez, l'Algérie d'il y a 10 ans, c'est la Mauritanie, pour nous, dans notre projection. Et la Mauritanie également. Vous êtes au courant de ce mouvement de l'armée mauritanienne au niveau des frontières avec Tindouf, la wilaya de Tindouf, wilaya algérienne. Et à ce niveau-là, l'armée mauritanienne a demandé aux milices du Polisario de revenir vers cette wilaya qui est de facto un État du Polisario et préserver donc l'intégrité territoriale de la Mauritanie. Parce que, il faut le rappeler, même pendant les années 70, l'intégrité territoriale du Maroc était menacée, mais pas que celle du Maroc, même celle de la Mauritanie. Et même celle du Mali à un certain moment, et ça c'est revenu et depuis quelques années, et les pouvoirs maliens protestent régulièrement vis-à-vis des autorités algériennes. Donc, une véritable obsession de l'Atlantique, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Puisqu'on parle de ressources halieutiques, je ne peux pas m'empêcher de penser ou de faire ce rapprochement. Je vous en prie, on apprend par la presse qu'il y a certains bateaux de pêche algériens qui sont en Mauritanie. Si les autorités mauritaniennes n'y voient aucun inconvénient, ils ont totalement le droit. Donc l'Atlantique est pour toute l'humanité, vous savez, personne ne peut avoir la propriété de l'Atlantique. C'est justement ce que propose le Maroc. Ça va dans le sens de l'initiative Maroc-Atlantique que prône Sa Majesté. Et donc, pour revenir à la Mauritanie, depuis quelques années quand même, il faut rappeler, c'est un pays de 1 million de kilomètres carrés avec 4 millions d'habitants. Le pays avait du mal à préserver son intégrité territoriale et ses frontières, et était souvent victime du débordement des conflits des pays voisins. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a une armée mauritanienne bien plus organisée, qui est vraiment à l'œuvre au niveau des frontières et qui est vigilante pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Et nous avons aussi une classe politique mauritanienne qui a évolué de ce non-alignement primaire, d'une certaine manière, des années 70-80, où ils se sont fourvoyés à soutenir le mouvement du Polisario, à avoir essayé de jouer à l'équilibriste de manière indéfinie entre Maroc et Algérie. Aujourd'hui, quand même, je pense que la classe politique mauritanienne atteint un niveau de maturité, comme ici au Maroc, pour vraiment nouer un dialogue sérieux, au-delà de est-ce que oui ou non il faut maintenir un équilibre. Ce n'est pas l'objet de maintenir un équilibre entre le Maroc et l'Algérie. L'objet, c'est l'intérêt de la Mauritanie. Je pense que le Maroc a pas mal d'arguments à apporter. Un mot pour clore ce chapitre. Il faut rappeler que cette zone est très poissonneuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène océanographique qui fait remonter les eaux froides du fond des mers vers la surface, ramenant le principal nutriment, donc le premier nutriment de la chaîne alimentaire marine, qui est le plancton. Et donc c'est ce qui ramène beaucoup de poissons vers la zone. Mais le poisson n'a pas de frontières. Le poisson transhume. Il passe, et on peut aussi inclure le Sénégal, parce que les zones sénégalaises aussi sont aussi poissonneuses que cette région. Et aujourd'hui, il y a une surexploitation, tout le monde le sait.
il y a une exploitation qui est, disons, réglementée de par les accords qu'il y a, mais il y a aussi une exploitation qui ne l'est pas. Oui. Il y a beaucoup de surexploitation. Oui. Et il y a le réchauffement climatique qui menace aussi la zone, qui est de moins en moins poissonneuse, et alors que c'est une richesse importante pour la région et pour les populations de la région. Ça représente quand même 2,3% du PIB marocain. C'est pas rien. C'est 500 000 emplois. Et 10% du PIB mauritanien. Exactement. Et donc, moi, je lis dans cette déclaration aussi un appel au Maroc disons, peut-être à renforcer peut-être le contrôle sur la zone, etc. Et l'union fait la force, voilà, exactement. je pense. Et pour la pêche hauturière. L'idée serait justement de créer une entité qui regroupe les trois pays qui sont le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal pour un peu contrecarrer tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, la pêche, notamment côtière, la pêche des pauvres, est très menacée. Elle est menacée par la pêche hauturière. Bien sûr, les Sénégalais se plaignent. Beaucoup de gens vivaient de la mer, ils n'arrivent plus à avoir leur dîner le soir parce qu'il n'y a plus de poissons sur les côtes, etc. Exact. Et on se rappelle, on a des films et des images du Maroc où les gens venaient pêcher sur les plages et ramasser des tonnes de poissons sur les plages. Aujourd'hui, pour pêcher, il faut aller très loin dans la mer. Et la souveraineté, elle est aussi halieutique. Exactement. Je voudrais juste qu'on finisse, messieurs, avec une dernière déclaration. C'est très dynamique, hein. Ça change du rythme de questions d'actu de la semaine. Mais c'est le week-end, donc voilà, c'est vendredi. Et on va finir avec cette déclaration pleine d'émotion du capitaine des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, qui est revenu bien sûr de son sacre de la Champions League avec le Paris Saint-Germain, qui a rejoint ses confrères, ses frères Lions, si je peux me permettre, donc pour préparer les prochains matchs. Et il a dit cela avec beaucoup, beaucoup d'émotion, comme on le connaît de Achraf Hakimi. Écoutons cette déclaration, ce verbatim de notre capitaine de l'équipe nationale. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est un moment très spécial pour nous, pour le travail qu'on a fait, pour les supporters aussi. Ils ont mérité depuis longtemps. Ils ont attendu ce moment et je pense qu'ils méritent la ville aussi de Paris. Et on est très content, on est fiers du travail qu'on a fait. Je suis content, je suis fier de cette Marocaine et c'est une chose que depuis petit, mes parents sont marocains, nous on est fiers et je voulais aussi ramener mon pays tout le temps avec moi parce que je sais qu'ils m'ont soutenu beaucoup, ils me donnent la force pour continuer à faire les choses que j'aime bien et aussi ils méritent de rester à les moments importants pour moi. Oui, il mérite toutes les bonnes choses du monde, Achraf Hakimi. Il mérite aussi le ballon d'or. Bon, Hafed Boutaleb, je sais ce que vous... Je vais laisser l'expert. Je vais le laisser pour la fin quand même, vous me permettrez. Moi, je félicite le PSG quand même. Je félicite le PSG. C'est beau de voir ce joueur marocain briser la glace dès le début du match, à la 12e minute, si je me souviens bien, et décomplexer le PSG pour que le PSG puisse vaincre. Et puis, c'est en pleine réconciliation franco-marocaine. Hein, parce que c'est vraiment beau, ça. Et c'est à noter quand même que ce sera Achraf Hakimi qui aura été, je pense qu'il y a un record à marquer le premier but du PSG en finale de la Champions League, un joueur marocain. Et j'espère que ce sera aussi de cette même manière qu'on pourra atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et remporter un trophée, Inch'Allah, et ici, donc à Casablanca, je pense, ou à Rabat. À Rabat, voilà, en finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2026. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question sur le Ballon d'Or. Ah oui, moi je ne suis pas expert de foot pour en parler. Bon, Aziz Daouda, bien sûr. Je pense que tous les Marocains ont regardé le match PSG-Inter de Milan par sympathie et par amour pour Achraf Hakimi. Je crois que c'est quelqu'un qui a conquis les Marocains, tous les Marocains. Tous les Marocains, il est dans le cœur de tous, sans exception. Par son comportement, par ce qu'il est. Moi, j'ai adoré les phrases prononcées par le président Macron à son égard quand il a parlé de sagesse. Oui. Et il est jeune, il n'a que 24 ans ou 25 ans, mais c'est un sage du football. Et c'est quelqu'un qui est unique dans le monde. C'est le seul joueur aujourd'hui capable de jouer à tous les postes. On ne l'a pas vu en gardien de but, mais il est capable de jouer partout. Et le premier but qu'il avait, parce que c'est lui qui a déclenché la victoire du Paris Saint-Germain finalement, parce que sans ce but, peut-être que le match aurait été autre. Oui. Et il a été déterminant pour toutes les autres actions. Donc c'est un joueur très complet, et en cela, il mérite une récompense. Bon, maintenant, il est en compétition aussi avec d'autres grands joueurs qui sont, on ne va pas les citer ici pour nous contenter de ne citer que des joueurs africains Africains, non.
Il est. Qui serait pas temps. Alors, écoutez, déjà ce l'année serait pas une dernière, première, mais bon. j'avais commis un article où je reprochais à la Confédération africaine de ne pas l'avoir classé meilleur joueur africain l'année dernière. Déjà, il le méritait. Oui. Alors, s'il n'est pas classé cette année encore comme meilleur joueur africain, ce serait le comble. Oui. Alors, et le Ballon d'Or, bien évidemment, les Marocains vont supporter Achraf Hakimi, mais il sera en compétition avec d'autres qui sont tout aussi. Merci beaucoup, messieurs. Merci Aziz Daouda. Merci aussi Hafid Boutaleb d'avoir commenté ces verbatims les plus marquants de cette semaine. Merci à vous, messieurs. Merci à vous de nous Et recevoir. je souhaite un bon Eid, Aïe. Barak l'Eid pour tous les Allah يبارك auditeurs. فيك. Ah, ben oui, bien sûr. C'est demain. C'est le verbatim de l'émission Eid Moubarak Saïd. Allah يدخل عليكم باش ما كتمناو إن شاء الله. Merci pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.